Union sacrée de la nation, après le grand chelem aux élections générales, le président de la République a prêté serment. L'identification de la majorité va être faite très vite. Alors, il n'y a aucun doute que l'union sacrée de la nation va donner la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, la question que tous les Congolais se posent, c'est qui va occuper le poste de Premier ministre pour le mandat à venir du président de la République. Mais au-delà de la personnalité du prochain futur chef du gouvernement, la question que je vais poser à mes invités autour de cette table, c'est quelle réforme pour le quinquennat à venir, le quinquennat qui vient, le président de la République est le seul maître à bord, il n'y a plus de FCC et donc je crois que beaucoup de priorités vont être alignées devant le président Tshisekedi. C'est là les articulations du thème principal pour ce Géopresse de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Géopolis Télévision. Et pour débattre autour de ce thème, nous avons autour de la table Jordan Mahenikini. Bonsoir Jordan. Bonsoir chers confrères et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste et puis initiateur ou bien fondateur du site ecomine.cd. À ma droite, à votre gauche, chers téléspectateurs, nous avons Fiston Aleko. Bonjour Fiston. Bonsoir Patrick Ilunga, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Voilà, Fiston qui n'est plus à présenter, il est journaliste à Géopolis Forum. Notre invité, le troisième, à ma droite, à votre gauche, Dieudonné Bonali. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick Ilunga, bonsoir à mes deux co-débatteurs Jordan Mahenikini et Fiston Oleko. Bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Bonjour aussi aux autres selon l'heure à laquelle ils vont nous suivre. Voilà, je rappelle que Dieudonné Bonali, il est habitué de Géopresse, mais il est aussi journaliste ici à Géopolis Forum. Alors nous attaquons directement avec la grande question, la question qui occupe, à mon avis, beaucoup des Congolais aujourd'hui. Le président de la République a prêté serment. Comme je l'ai dit à l'introduction, l'Union sacrée va forcément donner la majorité à l'Assemblée nationale. À la lumière de vos analyses, Jordan Mahenikini, qui voyez-vous occuper le poste de Premier ministre pour le quinquennat à venir? Merci beaucoup pour la parole, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord replacer les contextes. Déjà, la République démocratique du Congo est un pays à régime semi-présidentiel. Nous avons d'un côté les présidents de la République et nous avons l'exécutif. L'exécutif qui est l'émanation du Parlement. Et au niveau du Parlement, déjà pour les élections organisées le 20 décembre 2023, après les résultats proclamés par la CENI, il s'avère que c'est l'UDPS qui est membre aussi de l'Union sacrée, c'est l'UDPS qui se présente comme étant la première force politique. Et puis comme deuxième force politique, nous avons l'UNC des Vital Kamerhe. Et puis comme troisième force politique, il s'avère que nous avons l'AFDC des Bahati Lukono. Mais déjà, les présidents, l'UDPS qui a déjà la présidence de la République, elle a également les droits de revendiquer la primature. Pourquoi? Parce qu'elle se présente comme étant la première force politique au niveau du Parlement. Mais aujourd'hui, on s'est dit, bon, est-ce que l'UDPS qui a déjà la présidence va encore accepter, malgré qu'elle en a les droits, de diriger encore la primature, ou soit elle va faire des concessions. Si l'UDPS arrive à faire des concessions, peut-être qu'on peut donner la primature à quelqu'un de l'UNC, qui émanerait de l'UNC, ou de l'AFDC des Bahati Lukono, ou encore l'UDPS peut céder la primature pour prendre la présidence du Parlement, ou soit l'UDPS garde la primature pour céder peut-être la présidence du Parlement, qui est jusque-là gérée par M. Mosso Kodiapwanga. L'Assemblée nationale. Mais alors, je pense que vous voulez qu'on cite des noms, des gens que vous voyez comme étant déjà probable probable Premier ministre. Oui. Mais donc moi je pense que s'il faut faire une analyse minutieuse, déjà des lunettes des journalistes
je dirais que j'ai comme l'impression que l'UDPS va cette fois-ci conserver la primature, parce qu'elle en a les droits. Mais au niveau des noms, en tout cas, ma boule de cristal jusque-là n'arrive pas rien donné. N'arrive pas à donner un nom précis. L'écran prophétique, en tout cas, comme disent certains Congolais, n'affiche encore rien jusque-là. Mais je pense que à l'allure où évoluent les choses, en tout cas de mes lunettes de journaliste, comme je disais, j'ai comme l'impression que cette fois-ci, nous aurons une dame comme première ministre de la République démocratique du Congo. Donc, en tout cas, je suis en train de voir une dame venir, parce que nous le savons très bien, depuis que le Congo est République démocratique du Congo, est-ce que nous avons déjà été dirigés par une dame Premier ministre? Non. Donc, je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a été aussi proclamé comme champion de la masculinité positive, peut aussi nous surprendre. Justement. Avec une dame à la primature. Ça serait aussi bonne chose, parce que moi, j'ai comme l'impression que lorsque les mamans dirigent, les choses marchent normalement. Nous avons essayé avec plusieurs hommes. Pourquoi ne pas essayer aussi avec une dame? Voilà, la même question, je la pose à Fiston Oleko. Excusez-moi. Fiston Oleko, à la lumière de vos analyses, vous en tant que journaliste, vous êtes forcément observateur de la classe politique et de la vie politique en RDC. Qui voyez-vous occuper le poste de chef du gouvernement pour le quinquennat qui commence? Merci beaucoup Patrick Ilunga. La question est d'autant plus difficile à répondre que on ne va que aller dans comme vous avez dit, dans les analyses, justement présenter les éléments à présence. Déjà ici, Jordan Maïnikini a essayé de lier la théorie et la pratique. La théorie, c'est que la Constitution a voulu, c'est que le gouvernement est l'émanation, bien évidemment, du Parlement. Et aujourd'hui, il s'avère que le Parlement de la République démocratique du Congo sera, on va dire, fortement dominé par la présence des sièges qui seront occupés par les membres de l'Union sacrée, qui est la plateforme politique du chef de l'État. Donc, le chef de l'État a la majorité, aussi bien parlementaire que présidentielle. Donc, on va dire que dans ce contexte ici, il y a déjà beaucoup d'étapes qui restent. Il faut choisir d'abord un informateur, et après cet informateur, c'est lui qui va identifier déjà. On va dire que la majorité est déjà identifiée, mais c'est lui qui va identifier les formateurs qui va former le gouvernement. C'est celui-là, le formateur, qui sera justement le Premier ministre. Mais, le probable, pas forcément le formateur. L'informateur, c'est le probable. Mais le formateur, c'est celui qui forme le gouvernement. C'est celui qui propose des noms au chef de l'État. C'est celui qui va diriger l'équipe. Donc c'est l'informateur et le formateur. Donc il y a d'abord ces étapes-là à considérer. Moi je pense qu'il y aura des fortes tractations. C'est un moment très très délicat, parce que, et comme vous savez, dans la politique, il n'y a pas de cadeau. Et chaque parti cherchera justement à prévaloir ses rapports de force, prévaloir ses biceps. Ça sera très compliqué déjà autour des regroupements, des formations politiques qui composent l'Union sacrée, qui a la majorité au pouvoir, et par-delà dénicher un nom, ça sera très compliqué en ce moment, parce qu'il y a d'abord beaucoup des étapes à franchir pour que nous arrivions là. Mais moi, en tant que journaliste, je peux dire qu'il sera de bonne loi que cette fois-ci, le président de la République, qui a dirigé ce pays déjà, ça c'est, on va dire, c'est sa 6e année, parce qu'il vient d'achever ses 5 années, il doit avoir un œil et les bons du casting de la personne ou des personnes qui vont travailler avec lui. Il en va de soi aussi pour le Premier ministre. Vous savez, nous sommes dans ce pays, nous avons vu un jour un chef de l'État se lever un bon matin, dire que je n'ai pas su changer l'homme congolais. Et il dit encore que je n'ai pas pu. Si j'avais 15 personnes autour de moi qui comprenaient ma vision, j'allais changer beaucoup de choses dans ce pays. Donc, c'est aujourd'hui aussi l'occasion, considérons tous ces passés-là, au président de la République de faire un choix qui répond non seulement aux obligations ou aux exigences politiques, mais aussi aux exigences techniques, aux exigences bien évidemment des résultats. Parce que les Congolais qui ont donné 13 millions de voix au chef de l'État pour qu'il rempile à la tête de la RDC, c'est pas du rien, c'est une grande responsabilité.
Voilà, merci beaucoup Fiston Oleko. Je vois que, et Jordan et Fiston, vous n'avez pas osé vous avancer sur les noms. La question, je la pose aussi à Dieudonné Boinali. C'est vrai que vous, en tant qu'observateur, Fiston vient de le dire, il y a eu un chef de l'État une fois dans l'histoire qui s'est plaint, Fiston l'a rappelé, mais nous avons aussi connu un épisode où un Premier ministre était entre guillemets une tête forte comme le Premier ministre Ilunga Ilunkamba qui a opposé un petit peu, on va dire, un rapport de force au président de la République. Alors, selon vous, qui doit être le prochain Premier ministre pour que le président déroule bien son quinquennat? Bon, avant de citer quelques noms que j'ai pu voir dans mon écran prophétique, déjà, nous sommes un pays à tradition chrétienne, nous sommes des journalistes. Au jour d'aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons, nous pouvons anticiper, lire les signes du temps, et puis au regard aussi de la loi, nous pouvons citer quelques noms. Moi, je me dis toujours, la personne qui sera demain le Premier ministre de la République démocratique du Congo doit répondre à 5 critères. Il y a les premiers, il a été cité par mes prédécesseurs. Il y a d'abord la majorité parlementaire. La Constitution, notre loi fondamentale, dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Et cette majorité doit être identifiée, comme l'a dit Fiston Oleko. Bon, nous avons la réalité en face, la majorité est déjà connue, mais là c'est sur le plan informel. Justement. Les choses doivent se faire dans la légalité. Cela ne veut pas dire que le président de la République ne peut pas nommer un informateur. Même s'il fera 2-3 jours, mais cette majorité existante qui est déjà là identifiée, doit être identifiée légalement. Elle n'est pas encore identifiée. Voilà, elle n'est pas encore identifiée. Ce sont les analyses, ce sont les données de la CENI qui disent que non, tel groupe, tel regroupement politique a la majorité. Il faut nommer un informateur qui va identifier la majorité parlementaire. Par là, j'ai cité le premier critère, le poids politique au sein de la majorité parlementaire. Donc le Premier ministre viendra d'abord du parti ou regroupement politique qui pèse significativement au sein de l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, je ne vois pas. Parce que la même Constitution dit, pour avoir le Premier ministre, vous devez avoir 250 députés plus 1. Oui. Or, si vous regardez bien, il n'y a aucun parti politique qui a dépassé même la barre des 100 députés. On parle de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui a 69 députés. C'est loin de 250 plus 1. Le deuxième critère, je vois la géopolitique. Nous sommes dans un pays où nous avons 4 zones linguistiques, Lingala, Swahili, Kikongo et puis Luba. Moi, je ne vois pas le futur Premier ministre sortir du Grand Kasaï. Par exemple, avoir un Premier ministre et un président de la République ici de la même région linguistique. Pourquoi? Je pose les troisième critères. Les élections que nous avons eues du 4e cycle électoral ont montré qu'il y a eu une fracture sociale entre l'Est et l'Ouest. Pour ne pas dire la région centre, le Nord et l'Ouest face à l'espace Grand Katanga. Il y a eu une fracture et puis nous sommes face à une menace de la balkanisation de notre pays. Il y a des bruits de bottes à l'Est. Je ne pense pas que Tshisekedi, même ici n'a pas été bien élu dans l'espace Grand Katanga, aura besoin d'avoir les Congolais originaires de cet espace-là, ou bien habitant cet espace-là, contre lui. Parce qu'il aimerait réussir son deuxième mandat, qui est le dernier. Il n'en aura pas un troisième. Vous savez comment il a commencé le premier mandat, avec des crocs à jambes, on lui a mis des bateaux dans les roues, il a perdu une année à 2 ans sans travailler. Tu sais qu'il a réellement travaillé pendant 3 ans. Donc je ne pense pas qu'il va nommer un président, un premier ministre kassaïen.
Je le vois nommer notre Premier ministre, ici des autres groupes linguistiques, mais pas du Grand Kassai, parce que lui-même il est du Grand Kassai. Il a les soucis de colmater les brèches, c'est-à-dire de chercher la cohésion nationale. Voilà, les quatrième critère, je vois l'homme de confiance du président et surtout un homme contrôlable. Quelqu'un a cité ici le Premier ministre Ilunkamba, qui avait tenu tête au président de la République, poussé par certains caciques du FCC, les Front commun pour le Congo. Et quand on convoquait les conseils des ministres à Mongaliema, il y a un autre conseil des ministres entre guillemets qui se tenait dans la commune de l'Alcélé. Moi, je pense que le président de la République lui-même n'a pas besoin de revivre cette histoire ou bien de le faire revivre à la nation. Donc, il aura besoin d'un homme de confiance et qui est contrôlable, issu de cette même majorité qui sera identifiée. Le cinquième critère, il ne faut pas les négliger. Plus de 30% de notre budget provient de l'extérieur. Là, j'entends parler du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il faut que ce soit un homme qui va rassurer non seulement les investisseurs qui sont déjà présents au pays, les investisseurs à venir et tous ces partenaires financiers internationaux. Il faut aussi qu'il soit un homme qui rassure sur tous les plans politique et économique. Vous savez que l'actuel Premier ministre, je ne dis pas qu'il est mauvais, il a été bon sur tous les plans, mais on lui reproche le fait qu'il a été un peu politiquement faible parce que bon, il a été entouré des grands baobabs, de l'Union sacrée. Vous avez quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba dans le gouvernement, Modeste Bahati, Vital Kamerhe. Ce n'est pas facile. Et quand vous devenez Premier ministre, vous êtes Sama Lukonde, de gérer tout ce bon monde-là. Il faut quand même quelqu'un qui a aussi l'étoffe politique et puis économique pour porter cette charge-là. Parce que c'est le deuxième et le dernier mandat, Tshisekedi doit les réussir. Ça doit être le meilleur plus que celui qui vient de se terminer. Par là, j'ai vu du fait que ce que Jordan a dit, la Constitution avait planté un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire le Premier ministre règne et le président de la République règne mais ne gouverne pas. La Constitution a consacré l'irresponsabilité du président de la République au niveau du Parlement, des deux chambres. C'est le Premier ministre qui est responsable au niveau du Parlement. Mais là, avec les résultats que le peuple nous a donnés à travers les urnes, j'ai craint, et c'est la réalité, nous allons glisser vers un régime présidentiel fort. Parce que le président a pour la première fois, je parle du président Tshisekedi, a une majorité parlementaire forte, constituée de plus de 400 députés. Ça, il ne faut pas négliger. Donc, Tshisekedi que nous aurons au deuxième mandat ne sera pas le Tshisekedi du premier mandat. On aura un président fort. Voilà. Maintenant, on regarde ces 5 critères. Je vais citer quelques noms. J'ai vu Jean-Pierre Bemba, j'ai vu Vital Kamerhe, j'ai vu Fabien Mouton. Il est de l'IDPS, l'actuel DG de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Vous allez me dire pourquoi. Mais Sama Lukonde fille DG de la GECAMINE. Je vois Jean-Pierre Liaou. Donc il faut être DG non, je ne sais pas ça. Il est katangais. Et je regarde son parcours, il peut suivre le même parcours que Sama Lukonde. Et je vois Guilain Nyembo, il est de l'espace Katanga, et puis l'actuel directeur du cabinet du chef de l'État. Je parlais de l'homme de confiance tout à l'heure, je le vois. Et 6e, je n'ai pas mis un nom, j'ai vu une femme comme Jordan Mainikini. Et si c'était une femme, pourquoi? Jordan a un nom, hein? Voilà. Le président est champion de la masculinité positive. Voilà, merci. Il a été même félicité par ses homologues africains. Je termine. Ouais. Et puis, plus de 52% de l'électorat est féminin. C'est l'une des statistiques de la CENI. Je pense que le président pourra faire, en surprenant les Congolais, en nommant une femme pour la première fois, et ça va lui donner aussi du crédit. Hein, et puis,
On sait, un clin d'œil à la gente famille. Très bien, Voilà. Jordan Manikini, je vous passe la parole tout à l'heure, mais au-delà de personnalité, c'est vrai qu'on a discuté un peu sur le profil, sur le pedigree des uns et des autres, mais vous avez dit que le président doit, on va dire, impacter avec son deuxième mandat, donc il faut mettre des réformes en place. Au-delà de la question de profil des gens, quelles réformes doit mettre en place le président de la République, ou bien le Parlement, ou bien le gouvernement qui va accompagner le président de la République? On va prendre un exemple. Obama, par exemple, c'était une grande réforme, une seule, pour la santé, l'accès à la santé, Obamacare, comme on dit. Pour le président de la République, s'il faut s'arrêter à 2-3 réformes, d'abord pour le secteur économique, ça peut être quoi? Bon, déjà, avant de répondre à cette question, j'aimerais un peu placer un mot par rapport aux arguments développés par M. Bouanali. En fait, il y a, parmi les critères qu'il a pu citer, moi, il y a en tout cas un critère que je n'apprécie pas et que je n'apprécierai jamais. C'est la géopolitique. Ouais. Moi, je vois le Congo comme un tout. C'est-à-dire, nous sommes dans une nation où, lorsqu'on nomme un Premier ministre issu du Congo central, tous les Congolais doivent être contents. Parce que la République démocratique du Congo c'est un pays. Nous sommes une nation, c'est-à-dire un ensemble de gens qui se sont mis d'accord pour vivre dans un pays. Donc, ces critères-là, je ne les jamais appréciés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens diront que non, le Premier ministre doit être issu de l'espace Grand Katanga. Pourquoi? La raison est simple, parce que les Katanga ont toujours été menacés de sécession. Bon, alors moi, je me dis alors, si on doit éviter de nommer des hommes de situation, c'est-à-dire des gens compétents, tout simplement parce qu'ils ne sont pas issus du Katanga, au nom de la géopolitique, voilà un peu comment on peut rater de très bonnes personnes à la primature à cause de ces critères-là. Donc c'est un critère que moi je n'apprécie pas. Si je prends le cas de la France, l'actuel Premier ministre qui vient d'être nommé par le président Macron, Gabriel Attal, il est issu de quelle géopolitique? On ne dira pas non, cette fois-ci, Macron doit nommer un Premier ministre marseillais parce que Marseille veut... non, c'est la France d'abord. C'est la France. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, le président de la République doit avoir les coudées franches. Il ne doit pas avoir peur des Katangais et dire que non, si on nomme pas quelqu'un du Katanga, les Katanga doivent se retirer de la RDC. Jordan Manikini, vous avez la parole. Renforcer Laissez-moi placer sécuritaire. un petit... Vous avez encore la parole. Oui. Je crois que c'était juste un exemple. On ne dit pas que la primature doit revenir à un Katanga. Non, voilà pourquoi je disais que je n'apprécie pas ces critères-là. On va dire cette répartition géopolitique va jusqu'au gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut retrouver toutes les minorités, on va dire toutes les sensibilités nationales au sein du gouvernement. Je crois que même dans d'autres pays, pour la raison de cohésion nationale, ça peut se faire. Alors vous pouvez continuer. Mais c'est vraiment un critère que moi je n'apprécie. Quand vous voyez par exemple des gens ici de la province, par exemple de l'Équateur, qui ne vont voter que quelqu'un de l'Équateur comme président de la République, moi je ne comprends pas ça, parce qu'on doit transcender, on doit aller au-delà, même si quelqu'un est issu de votre tribu, mais s'il n'est pas compétent, pourquoi le voter comme président de la République? Alors, j'en arrive. Alors, s'il faut évoquer les réformes... Quelles réformes phares voilà, le président doit mettre en place? Les réformes phares que le président de la République doit... en tout cas exécuter au cours de cette seconde commençons par législature. l'économie, oui. Je pense d'abord à une chose que moi je considère comme étant très importante. Déjà, c'est depuis les 30 juin que le pays est indépendant. Aujourd'hui, nous allons totaliser 64 ans d'indépendance, mais je constate que notre économie est toujours extravertie. L'économie dépend totalement de l'extérieur. Nous avons un pays qui est totalement rentier, qui ne vit que des recettes du secteur minier. Oui. Alors, cela fait qu'aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes parce que si aujourd'hui les mines, les secteurs miniers est étouffé, cela peut automatiquement asphyxier notre économie. Alors, nous avons besoin de beaucoup de réformes. Moi, je dirais, je vais d'abord citer la première réforme qui est la réduction du train de vie des institutions. Prenons un pays comme la France. Ils ont un gouvernement de combien de ministres? Ils ont 14 ministres avec 11 ministères, puisqu'il y a 3 ministres délégués.
Mais la France, parce que j'ai ici cité l'exemple de la France. Vous avez, en 2020, je vais donner les chiffres pour expliquer pourquoi il faut qu'il y ait réduction du train de vie des institutions. On ne doit pas continuer à fonctionner dans un pays avec 55 ministères. Pourquoi? Où vous avez un ministère des sports, de la jeunesse. Avant, on avait un ministère de la jeunesse, sport et loisirs. Mais pour satisfaire les appétits gloutons des politiciens, on dira, on va donner tel ministère, on va les séparer, les scinder en deux ou en trois parties. Tellement qu'il fait trop de bruit à la télé, on lui donne le ministère de la jeunesse. L'autre, tellement qu'il fait trop de bruit, il va prendre le ministère du sport. On essaie de satisfaire les appétits gloutons des politiciens. On doit éviter ça parce que c'est là un sérieux impact sur notre économie. Parce que plus l'État est dépensier, plus il y a beaucoup de secteurs qui ne vont pas évoluer. Parce qu'il y a par exemple de l'argent qu'on devrait allouer au secteur agricole, on va le dilapider dans les paiements des institutions qu'on crée matin, midi et soir. Cela ne va pas nous faire avancer. Prenons le cas de la France. En 2022, il y a les dépenses totales du budget général de la France s'établissaient à 461 milliards d'euros. Alors que la RDC atteignait à peine les 10 milliards d'euros. Alors, comment expliquer et justifier nos plus de 55 ministres ou ministères? Vous avez un pays comme la France qui a aujourd'hui comment dirais-je, ses forces productives sont plus importantes que la RDC, mais qui a comment dirais-je, un appareil étatique qui n'est pas trop coûteux que la RDC. Donc, moi je pense que les chefs de l'État doivent en tout cas essayer de réformer un peu à ces niveaux-là. Il faut qu'il y ait en tout cas réduction du train de vie de l'État. On ne doit plus continuer à avoir 70 ministères, 60 ministères. C'est de trop. Il y a des choses qu'on peut regrouper en un seul ministère et les choses vont fonctionner. Ce qui est important dans un État, c'est l'administration. Si vous avez une administration qui fonctionne, vous n'aurez pas besoin de multiplier le nombre de ministères. Les jours où la République démocratique du Congo va instaurer une administration qui fonctionne à 100%, vous verrez qu'il n'y aura plus de failles. Le pays va évoluer. Donc, si les chefs de l'État peuvent nous aider à aller plus loin jusqu'à réduire les trains de vie des institutions, je vais évoquer aussi le cas du Parlement. Moi, je me dis aujourd'hui, notre niveau de production des richesses nous oblige à limiter certaines dépenses comme l'existence d'un Sénat. Pourquoi nous avons un Sénat dans ces pays? Les gens diront, c'est pour une seconde lecture. Bon, bien évidemment, si nous prenons les cas du Sénégal, vous savez que le Sénégal a supprimé le Sénat, et après la suppression du Sénat, cet argent qu'on a loué au Sénat a permis de faire des économies jusqu'à créer un centrale solaire. Imaginez, dans ces pays, nous avons un sérieux problème d'électricité. Avec Inga, bon, qui aujourd'hui s'avère comme une faillite, parce que moi, depuis que je suis né en République démocratique du Congo, nous avons toujours eu des problèmes d'électricité. Si aujourd'hui on supprimait les Sénats, nous prenons cet argent-là, qu'on donne aux sénateurs, et qu'on essaye de créer une centrale solaire comme les Sénégalais l'ont fait, ça va permettre aujourd'hui d'éclairer toute la ville de Kinshasa. Nous prenons les Kwilu et les Congo central, Mwanda, là où il n'y a pas d'électricité. Parce qu'on ne doit pas continuer. Aujourd'hui, il y a des avancées technologiques qui se font. On ne doit pas continuer à vivre comme dans l'ancien temps. Ça veut dire que tous les Congolais vont dépendre des Inga. Une fois j'ai été à Goma, j'ai eu la chance de visiter une centrale solaire mise en place par des Congolais, des Gomatraciens. C'est un jeune homme qui l'a créé. Il a réussi à avoir des LED extérieures, mais l'idée émanait de lui. Il y a une centrale solaire créée à Goma qu'on appelle Nourou, la société Nourou. Mais cette centrale solaire permet d'éclairer la grande majorité de la ville de Goma. Voilà un peu, si on arrive à bien redistribuer l'argent de la République, comment on peut développer notre État. Moi, je pense que le pays n'a pas besoin d'un Sénat. Là, c'est mon point de vue et je l'assume. Le pays n'a pas besoin d'un Sénat. Le pays n'a pas besoin d'avoir plus une cinquantaine de ministères. Pour moi, ça ne s'explique pas. On Voilà. doit réduire. Donc, je pense que les chefs de l'État qui arrive à son second mandat doit en tout cas aider le pays à réduire les trains de vie des institutions. C'est très très important. Sinon, le pays ne fera que rétropédaler. Parce qu'il y a trop de dépenses.
Voilà. Il faut limiter les dépenses. Voilà, donc vous considérez que en termes économiques, on va dire le combat que doit mener le président de la République, c'est la réduction du train de vie, le train de vie des institutions, parce que les institutions sont gourmandes, comme on peut le dire. Fiston Oleko, c'est vrai que dans l'économie, on est encore à l'économie, il y a beaucoup de choses à dire, mais s'il faut choisir, on va dire, une réforme principale, prioritaire pour le président de la République pour le mandat à venir, ce serait laquelle? Merci beaucoup Patrick Ilunga. Moi je crois que nous devons quitter l'économie des chiffres. Vous savez, tout au long du mandat de Félix Tshisekedi, on a vraiment assisté à des chiffres et à des chiffres. Boumflied a dit ceci, Bloomberg a dit ceci, FMI a dit cela, Banque mondiale a dit ceci. Mais en réalité, sur le panier de la ménagère, il n'y a rien. On va prendre par exemple, on parle aujourd'hui de la croissance économique. On a dit en 2022 c'était à 8%, aujourd'hui on parle de 6%. En réalité, quand on scrute un peu, on voit que cette croissance ne bénéficie qu'à Glencore, je vais citer des noms, vous m'excusez, à TFM, à CEMOC, à je ne sais pas, Sicomine ou quoi. C'est toujours des étrangers qui en bénéficient parce qu'ils exploitent ici et on prend ce qu'ils gagnent, on fait rentrer ça dans les chiffres nationaux. Mais en réalité, ce ne sont pas nos argents. Cette croissance ne bénéficie pas aux Congolais. Nous ne bénéficions que, comme a dit ici, nous sommes dans une forme d'économie des rentes. Nous ne bénéficions que des recettes fiscales qui sortent bien évidemment de l'exploitation minière. Donc moi je pense qu'on doit quitter cette économie des chiffres. Je pense que la première réforme vraiment sur laquelle Félix Tshisekedi doit même inscrire son mandat, c'est la diversification de l'économie nationale. Et ça, moi je pense que les intelligences ne manquent pas, je pense que les textes ne manquent pas. Je vais prendre un cas, par exemple, le programme national stratégique de développement, qui a justement donné lieu au plan directeur d'industrialisation nationale, où on parle par exemple de relier nos provinces. C'est très important. On ne peut pas diversifier l'économie nationale aussi longtemps que Bandundu et Maniema, les Kwilu et Maniema, qui sont les pays, qui sont les provinces frontalières, ils n'ont jamais, je ne sais pas comment dire ça, mais ils ne se sont jamais reliés par exemple par route. C'est impossible. On ne peut pas développer si les Tchouapa et par exemple la Tchopo, qui sont des provinces frontalières, mais ils n'ont pas de route pour se relier, ils n'ont pas de route pour s'échanger. Vous allez constater que la Tchopo, des provinces comme des Tchopo, l'Ituri, ce sont des provinces de la République démocratique du Congo, mais qui s'alimentent en termes de produits manufacturiers de l'extérieur, et de Burundi, comment pas de Burundi, de l'Ouganda, puis du Soudan. Mais nous sommes toujours dans le Congo. Si vous venez ici à l'ouest, vous allez trouver que nous sommes alimentés un peu au Congo, du Congo-Brazzaville, de l'Angola, du Centrafrique. Moi, je pense que cette diversification de l'économie passe aussi par là, je voulais parler bien évidemment des infrastructures qu'il faut créer, qu'il faut construire sur l'ensemble du pays. Ça passe aussi par l'énergie. Ici, Jordan Mainikini a parlé bien évidemment de la baisse du train de vie de l'État pour favoriser aussi l'électricité. C'est très important. On ne peut pas imaginer développer un pays, on ne peut pas passer d'un pays pauvre à un pays à revenu intermédiaire ou à un pays émergent si on n'a pas des infrastructures, si on n'a pas bien évidemment l'énergie, parce que je vous dis, dans ce pays, il y a des mangues qui pourrissent dans nos forêts, non seulement dans nos forêts, même ici. Si vous allez en télé, vous allez trouver, il y a que des fruits, il y a des fruits qui pourrissent. Mais si, par exemple, il y avait l'énergie en permanence et qui répondait qui était bien évidemment à un certain niveau, pouvait permettre même l'agro-industrie, la transformation des jus et tout. Un pays comme la RDC importe des jus. Comment on peut l'expliquer? C'est absurde. Un pays comme la RDC, on exporte les maïs. C'est absurde. Alors que nous avons des espaces verts, on importe des maïs. Alors que nous avons des espaces verts où on peut même nourrir tous les 9 pays voisins que nous avons. Moi, je pense que le mandat de Félix Tshisekedi, il doit aussi penser à ça. Parce que la RDC ne peut s'en sortir que si il quitte les tout mines. C'est ce qui nous tue. Parce que nous ne regardons que les mines. Si vous voyez aujourd'hui plusieurs conflits que nous avons, surtout au niveau des gouvernants, ils se disputent que les carrés miniers. Les carrés miniers, du Katanga. Tout le monde
c'est-à-dire que voilà pourquoi certaines personnes parlent même des malédictions, parce que les mines ont permis à ce que nos yeux soient fermés au point qu'on ne voit pas d'autres secteurs qui peuvent apporter des croissances pour notre pays. Et moi je pense que tant que chef de l'État, il a fait son premier mandat, il y avait des raisons, il n'avait pas la majorité. Aujourd'hui il a une majorité, il peut choisir le premier ministre qu'il veut, il peut choisir ses collaborateurs qu'il veut. Le premier mandat, il était un peu lié par FCC Cash, avant d'abord par UDPS UNC, après FCC Cash, ça ne lui permettait pas à mettre en place des politiques qu'il faudrait. Ça, ce sont ses propos. Mais aujourd'hui, il a quand même, comme a dit ici Jordan Maïnikine, coup de franche pour diriger ces pays et vraiment l'amener au bon port, surtout en termes de l'économie. Il y a beaucoup de choses à faire, mais moi je pense les débuts, le vrai combat, c'est là, c'est quitter les tumines et pouvoir penser à diversifier l'économie. On peut quand même aussi vivre du tourisme, par exemple. Nous sommes un pays magnifique, nous avons des montagnes, nous avons beaucoup de choses à montrer au monde. Mais avec quel aéroport, avec quelle route, avec quel appareil qui peut faire le transport maritime. Nous avons des problèmes sérieux et je pense que le chef de l'État doit vraiment penser, si on résout les problèmes de quitter les tumines, je pense que ça va résoudre pas tous les problèmes, la majorité des problèmes que nous avons, ça va diversifier même l'emploi au Congo, parce qu'il y a aussi ces problèmes-là. Les jeunes qui terminent leurs études n'ont pas d'emploi. Si on arrive quand même à diversifier l'économie, je pense que la solution du Congo, sortira ou partira de là. Félix Tshisekedi ne fera pas tout, mais il a quand même le devoir de poser les bases. Voilà, merci Fiston Oleko, fidèle téléspectateur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes dans Géopresse et nous discutons sur les réformes que doit mettre en place le président de la République pour réussir son quinquennat. Je retiens que Jordan Maïnikine a proposé la réduction du train de vie des institutions. Fiston Oleko a proposé la diversification de l'économie avec comme, on va dire, point fort l'intégration nationale avec les routes à travers toutes les provinces, mettre en place des infrastructures et avec l'énergie électrique permanente. Dieudonné Bonali, la même question, je vous l'adresse. Le président de la République doit mettre en place beaucoup de réformes, on le sait, mais vous, en tant qu'observateur, vous êtes là, journaliste depuis beaucoup des années dans le secteur économique. Quelle doit être la réforme prioritaire pour le président de la République pour qu'il réussisse son mandat de 5 ans? Déjà, Patrick Ilunga, le président Félix Tshisekedi doit lancer des signaux forts sur les plans économiques. Il doit d'abord commencer, lors de la composition du gouvernement, comme l'a dit Jordan, à réduire les trains de vie de l'État par la diminution des nombres des ministères. Moi, je pense que nous devons éviter la fragmentation des ministères de la République. Quand je lis notre loi fondamentale, notre constitution, je vois au niveau des exécutifs provinciaux, le législateur a voulu limiter le nombre de ministères à 10 et permettre au gouverneur d'avoir 5 commissaires généraux. Je me suis dit, j'ai réfléchi, mais pourquoi on ne l'avait pas fait pour le gouvernement central? Par exemple, écrit dans la Constitution que le nombre de ministères ne peut pas dépasser 25, par exemple. Quelqu'un va me dire, mais on a déjà une cinquantaine de ministères, ça va se passer comment? J'ai des propositions. Il y a par exemple l'unification du ministère des Postes, et Téléphones et Télécommunications avec le ministère du Numérique. Oui. Moi, je ne vois pas pourquoi la présence d'Eberande, ministre du Numérique. Ministre du Numérique, vous avez Augustin Kiba Samaliba, ministre des PTT. Est-ce que c'est presque la même chose, c'est le même secteur. Et il y a pourtant chevauchement. Oui. Quand il faut par exemple couper le signal des chaînes non à règle, ou bien le signal d'une entreprise de télécommunications, les réseaux, vous voyez le problème que ça fait. Il y a le ministère de la communication et des médias qui dit bon, moi je suis là, je suis compétent. PTT dit je suis compétent. Le ministère du numérique dit je suis compétent. C'est pour cela qu'il y a des conflits entre ministères, pour ne pas dire conflits entre ministres.
On peut faire les regroupements entre les ministères du budget et des finances. Oui. Comme en France, on a le Quai d'Orsay, non? Les ministères de l'économie, budget et finances. On peut faire aussi les regroupements du ministère de la culture, art, sport et jeunesse. Pourquoi avoir 4 ministères improductifs? Même si on reconnaît que si on organise bien les secteurs de la culture et art, on peut générer des recettes. Mais pour le moment, là, ces ministères-là ne produisent rien. Mais on peut les regrouper. Vous avez la parole, mais pour et puis vous avez encore la parole pour vous compléter. Oui. Ce ministère-là ont aussi des cabinets pléthoriques. Des cabinets pléthoriques aux frais des contribuables. Vous avez enseignement primaire, secondaire et technique, enseignement professionnel, enseignement supérieur et universitaire. Formation. Mais il y a aussi formation professionnelle. Merci pour le rappel. Formation professionnelle et métier. Mais il y a 10 ans, 20 ans, je peux même oser dire 30 ans, quand nous étions encore des gosses, sous Mobutu, ce n'était qu'un seul ministère, le ministère de l'Éducation nationale. Mais ça a été fragmenté, on a 5 à 6 ministères. Tout ça pour grever le budget de l'État et ce gouvernement devient budgétivore. C'est pour cela que vous voyez que plus de la moitié de notre budget que nous mobilisons, les impôts et taxes que nous payons, ne servent qu'à aller payer le personnel politique, les cabinets ministériels. Il n'y a pas de budget d'investissement pour nous construire des autoroutes, construire de nouvelles centrales hydroélectriques, mettre fin au délestage, construire de nouvelles usines de traitement d'eau potable. Pourquoi? Plus de la moitié du budget va payer l'administration politique. Une autre réforme, il faut poursuivre des réformes audacieuses et courageuses déjà amorcées. D'ailleurs, c'est le titre de Géopolis, du journal Géopolis Hebdo, Paris ce matin. Il faut poursuivre aussi cette volonté-là qui concernait à faire l'unification des régies financières. Pourquoi avoir la DGRAD, la DGI et puis l'OFIDA, la DGDA? Pourquoi avoir 3 régies financières? On peut faire un holding, on n'a qu'une seule régie financière. C'est pour caser les gens. Non, pas pour caser. Mais ça permet l'évasion fiscale. Je peux aller coopérer les impôts que je devais payer ici, je peux aller payer ailleurs. Je coopère à travers cette régie financière, je peux coopérer de l'autre côté pour ne pas payer les impôts. On fait l'unification des régies financières. D'ailleurs, c'est la raison, semble-t-il, de la construction du centre financier de Kinshasa. C'est-à-dire qu'il faut unifier les régies financières. Parce que les DG là que vous payez, ils ont des cabinets, des secrétariats. Tout ça, ce sont des dépenses inutiles. On peut avoir une seule régie financière. Il faut améliorer, Patrick, le climat des affaires et des investissements. L'argent des investisseurs, des millionnaires et des milliardaires n'aime pas les bruits des bottes. Il y a certains investisseurs, pour venir dans un pays, ils cherchent d'abord les tableaux map risque. Là où toutes les zones du monde sont colorées en fonction des couleurs. Quand c'est rouge, non. Ici c'est l'Ukraine. Ici c'est l'Est de la RDC. Il ne faut pas aller investir là-bas. Parce que l'investisseur voit d'abord l'assurance vie. Sa vie d'abord. Avant de venir... Et surtout la sécurité, de son investissement. Il ne peut pas aller dans un pays où demain on va nationaliser son entreprise. Mon entreprise à moi que j'ai créée, une entreprise privée, soit avec les concours de l'État, on crée une entreprise d'économie mixte. Et demain, je me réveille comme ça, l'État congolais dit que non, cette entreprise a été nationalisée, mais il ne viendra pas dans votre pays. Ou vous changez les règles de jeu économique. Les mêmes impôts qui ont été créés au niveau national, on les crée encore au niveau provincial. Il y a redondance d'impôts, multiplication des mêmes taxes. Vous les payez au niveau national, vous les payez au niveau provincial, et demain avec les exécutifs communaux, avec les conseillers communaux, on va commencer à payer les mêmes taxes encore au niveau de nos communes. Non, il ne va pas venir. Il faut améliorer le climat des affaires et des investissements. Je termine avec ce que Oleko a dit, la diversification de l'économie. Les Congo des mines que les Belges nous ont enseigné, qu'on peut développer ces pays rien qu'avec les mines, en tout cas, a montré ses limites. Il y a beaucoup de secteurs que les gouvernements congolais, tous les gouvernements qui se sont succédés, ont négligé. Il y a l'écotourisme.
Pourquoi le parc de Kingakati il a fait beaucoup d'argent? C'est une entreprise touristique. Mais si on en a une centaine au pays, vous savez combien nous allons gagner rien qu'avec l'Office national du tourisme là, qui ne fait pas bien son travail? Il faut investir dans le tourisme. Il faut investir aussi dans l'économie verte. Vous savez, il y a les bouteilles en plastique que nous jetons, et qui jonchent les riz, qui bouchent nos caniveaux. Mais on peut installer des unités de transformation de ces bouteilles en plastique. J'ai vu une fois à Barumbu, on a fait le mélange de ces bouteilles plastiques avec du ciment. On a pavé une avenue. Mais à Goma, ça s'est fait. Nous avons de belles avenues rien qu'avec la transformation de ces bouteilles plastiques, de ces sachets. On fait le mélange avec le ciment et on va paver tous nos avenues en Gaba, partout dans toutes les communes. On ne va plus marcher sur la boue et sur de la poussière. C'est de l'argent qu'on peut produire. Et puis, il ne faut pas oublier une donnée importante que tous les gouvernements ont oublié depuis 1980. Les recensements généraux de la population. C'est très important pour l'économie. Pourquoi, Patrick? Sur base de quoi, par exemple, dans votre territoire d'origine, le gouvernement va venir construire une école? Est-ce qu'on connaît le nombre d'habitants de votre territoire? La population, voulais-je dire, en âge d'aller à l'école? En âge d'aller à l'université? Vous allez construire une université en Bandaka sur base de quelles données démographiques? Moi, je pense qu'il fallait commencer d'abord par les recensements. Et puis, nous allons avoir des informations que, par exemple, en Bandaka, il y a autant de jeunes Congolais qui ont besoin d'aller à l'université, autant au secondaire, autant au primaire. Je pense que ça allait donner un coup de pouce à la gratuité qui sera élargie au secondaire. Promesse, les campagnes de Tshisekedi. C'est comme ça qu'on allait bien faire les choses. Voilà, Dieudonné Boinali, si je peux résumer, vous avez parlé de réduction de train de vie, vous avez parlé de la diversification de l'économie, vous avez parlé de la stabilité de règles du jeu pour les investisseurs, tout ça, mais également vous avez parlé de la maîtrise de l'administration comme clé aussi pour aller vers le développement. Voilà. Alors je sais que pour les questions économiques, vous tous, il y a des idées qui vous arrivent, mais vous permettez qu'on change un petit peu avec les réformes sécuritaires, parce qu'il faut dire que l'un des problèmes qu'a connu le président de la République, c'est les questions sécuritaires, voyez-vous. Donc le président de la République en arrivant en 2019, il avait initié la politique de bon voisinage, comme il a dit, aller vers tous les 9 pays frontaliers pour chercher la paix, parler. Et visiblement, ça n'a pas vraiment marché, du fait qu'on a encore une guerre aujourd'hui. Du point de vue sécuritaire et régional, quelle doit être maintenant l'approche du président de la République pour réussir son mandat? Merci beaucoup pour cette question, mais je pense que les exposés de mes décombattants m'ont encore inspiré d'autres choses. Donc j'aimerais d'abord évoquer, avant de répondre à votre dernière question. Tout en se rappelant qu'on est en train de chuter. Oui, nous sommes en train de chuter. Mais en fait, je pense que parmi les réformes, en tout cas, on doit faire aussi un focus sur l'agriculture. J'espère qu'on l'a déjà dit, mais j'aimerais renchérir là-dessus parce que c'est très important. Vous savez, j'étais en train de faire quelques recherches sur les budgets alloués en France concernant l'agriculture. Vous avez par exemple les budgets du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire en France s'établit pour 2024 à 7 milliards. La France a alloué pour 2024 7 milliards pour l'agriculture. Et à quoi bon nous qui sommes, je me pose la question aujourd'hui, nous qui sommes la République démocratique du Congo, un pays qui a en insécurité alimentaire, plusieurs terres arables. Mais nous n'arrivons pas à faire un focus sur l'agriculture. L'agriculture ne concerne pas les Congolais. Nous, dans notre budget, suivant la loi des finances 2024, on a alloué combien comme budget pour l'agriculture? Il y a des allocations à hauteur de 920 millions de dollars, ce qui représente 6,56% des dépenses totales du gouvernement. Ça, ce sont des salaires et des frais d'émission. Vous allouez 6% des dépenses de l'État dans l'agriculture. Mais comment nous allons nous développer? Voilà pourquoi aujourd'hui, vous verrez que
nous avons des sérieux problèmes. Et si vous même creusez des bien petits le 900 fruits millions là, qu'on Ça arrivait n'arrive à même voir pas. facilement Les dépenses ne suivent avant, pas. aujourd'hui on n'arrive pas à la voir. Même les matembélés deviennent difficiles. Pourquoi? Parce que l'agriculture ne nous concerne pas. Tout le monde est dans les mines, tout le monde est dans la politique. Et l'agriculture aujourd'hui ne représente plus rien. Donc, je pense qu'on doit, en tout cas, les présidents des républiques doivent faire un focus sur l'agriculture. Il faut qu'on commence à considérer l'agriculture qui va développer cette nation. Il y a encore le tourisme. Moi, je me pose la question aujourd'hui, si vous allez en France, combien gagne la France juste avec la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, ça fait gagner la France beaucoup d'argent. Il y a des Français, plutôt les Américains qui quittent l'Amérique, qui rêvent un jour de voir la Tour Eiffel. Et c'est beaucoup d'argent qui gagne la France. Mais nous en RDC, précisément à Kinshasa, que faisons-nous de notre tour de l'échangeur? C'est négligé. Jusque-là, l'échangeur délimité est... Transformé en musée. Transformé en musée, mais jusque-là, ça n'a jamais fini, la construction de cet échangeur-là. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas l'importance du tourisme. Or, avec l'échangeur délimité, on pouvait gagner beaucoup d'argent. Si vous passez même là à Limité, hier j'étais passé par là, vous verrez même les monuments de Lumumba. Tous les projecteurs placés pour éclairer Lumumba la nuit sont tombés en panne. Il n'y a personne qui... Je me pose la question, à quoi sert le ministère du Tourisme? Des choses que nous sommes en train de déplorer sur ces plateaux. Donc vous constatez en tout cas une sorte d'inattention de la part des gens qui gouvernent la nation, surtout du côté tourisme. Alors, pour répondre à votre question, quelles sont les réformes qu'il faut faire? Je pense que c'est ça la question. Les réformes sécuritaires et régionales. Je parle de la région... Déjà, moi je pense qu'à l'ère où nous sommes, nous avons eu à éviter les militaires kenyans dans notre pays pour nous aider à faire rentrer la sécurité au beau fixe à l'est du pays. Et cela s'est avéré un fiasco total. Donc je pense qu'au cours de ces seconds mandats du président de la République, il doit en tout cas comprendre que la sécurité de la RDC ne peut se faire que par les Congolais eux-mêmes. Aucune nation au monde ne doit espérer qu'une autre nation viendra assurer la bonne sécurité chez lui. Non. Nous voyons aujourd'hui la Russie en train de se battre avec l'Ukraine. Ce sont les Russes qui arrivent à assurer leur sécurité à se battre. Nous voyons comment Israël est en train de frapper Gaza, parce que les Israéliens ont compris que nous avons une menace permanente. Alors nous devons renforcer notre sécurité. Nous devons en tout cas allouer des très grosses sommes pour l'amélioration ou le développement de notre armée. Parce que seule notre armée peut nous protéger. Alors je me pose la question, si même Israël, la nation, la terre promise de Dieu, arrive à se défendre d'elle-même, et nous espérons que Dieu puisse venir assurer notre sécurité. Donc je pense que le président de la République doit comprendre, ou encore le président de la République doit allouer assez de moyens pour la réforme de notre armée. Nous devons avoir des jeunes dans l'armée, des gens qui vont mettre leur énergie en contribution pour nous faire gagner cette guerre de l'Est. Et j'en profite aussi pour développer cette idée. Je pense qu'il nous faut aussi les états généraux de la police. Nous avons quelle police dans ces pays? Nous n'avons pas de police. Nous avons une police. Si, quand même, on a une police. Si, une police qui se comporte... tout le corps qui est... Mais qui se comporte mal. Vous voyez, moi, une fois, je vais donner un exemple. Lors des Jeux de la francophonie, je suis allé au stade pour participer à ces Jeux que les Congos avaient organisés. J'arrive à l'entrée du stade. Je voulais payer mon billet comme un citoyen qui se respecte, qui connaît ses droits. J'arrive, et puis on me dit non, les billets sont finis, il faut juste donner de l'argent et puis entrer. Moi j'ai refusé, je me suis dit mais comment? Vous êtes des policiers, on vous a placé à l'entrée du stade, vous cachez des billets et puis vous commencez à demander de l'argent en même temps. Oui, parce qu'ils ont caché, il y avait des billets. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait réforme de la police, que nous puissions avoir une police responsable dans ces pays et pas une Gestapo.
Voilà. Alors, il faut rappeler que la police, je crois que c'est un corps entier, mais dans ce corps, il y a forcément quelques brebis galeuses. Donc, voilà. On va poser la même question à Fiston Oleko. C'est vrai qu'il nous reste très peu de temps. Il nous reste 3 minutes pour finir cette émission. Le président de la République a eu un grand problème avec la sécurité. Entre autres, moi, la question que je pose, c'est quelle doit être sa priorité d'abord pour maîtriser la sécurité et ensuite l'approche régionale, parce qu'il faut pas se voiler la face. Nos problèmes sécuritaires viennent aussi des pays de la région. Quelle doit être son approche pour gérer les questions régionales et aussi la question sécuritaire interne? Merci beaucoup Patrick Ilunga. Bon, je pense que je vais d'abord rebondir un tout petit peu sur les thèmes précédents. Bon, parmi les réformes, moi j'ai pensé aussi à la consolidation. Le terme a été d'ailleurs utilisé par Dieudonné Bonali, la consolidation de certains programmes, tels que le programme de développement local des 145 territoires. C'est un programme très fantastique et moi je n'ai jamais connu dans ce pays qui vraiment affronte ou attaque des problèmes réels de notre pays. Je crois que ce sont des programmes à encourager que le chef de l'État aussi dans son deuxième mandat peut lancer, parce que c'était une question des phases. La première phase, bien que ça s'enlise un peu, ça s'élargit un tout petit peu, mais il faut penser aussi à la deuxième phase. Ça va bouger beaucoup de choses, surtout sur le plan économique. Bon, sur le plan sécuritaire, on va d'abord rappeler ici que depuis l'entrée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019, c'était parmi ces champs de bataille, la question sécuritaire. Et ça a commencé depuis depuis que le Rwanda a connu son génocide. Et ça a été comme ça depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Et la question, comme vous avez dit, c'est d'abord régional. Oui, on ne va pas se voiler la face, parce que ça commence d'abord de là. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que ça bouillonne entre le Rwanda et le Burundi. Le Burundi qui accuse le Rwanda. Et c'était parti d'ici. Oui, c'est d'alimenter les raids Tabara, la rébellion qui vise le régime de Bujumbura. Donc moi, je pense que Félix Tshisekedi doit continuer à cette politique étrangère de la RDC, d'abord de bon voisinage. On ne peut pas se voiler la face. Mais face à un voisin qui représente une menace, moi je vois que nous aussi nous devons représenter une menace contre lui. Il faut hurler avec les loups. Justement, nous devons aussi représenter une menace contre lui. On ne peut pas toujours être là, se cacher derrière les traités internationaux, derrière les avis des nations internationales. Moi, je crois que nous devons avoir maintenant du cran à pouvoir se bomber aussi la torse comme le font d'autres pays. Parce que la question de l'intégrité nationale, c'est une question de la souveraineté nationale. On ne peut pas, aucun pays au monde. D'ailleurs, dans les théories des sciences politiques, la première mission régalienne d'un État, c'est sauvegarder son intégrité. Parce que des États disparaissent. Un État peut faire disparaître un autre État. Oui. Voilà pourquoi on parle même des termes de Léviathan. Ça s'applique même dans la notion de l'État. Et c'est là, moi ici, je vais louer sans crainte cette loi de programmation militaire. J'ai déjà épluché quelques pages. Je vous dis que c'est une très bonne initiative qui va vraiment faire monter notre armée en puissance. Parce que c'est ça la solution. On ne peut pas aller par 4 chemins. On peut appeler toutes les armées du monde, SADC, on peut même aller jusqu'à, je ne sais pas, à l'Afrique de l'Ouest. Mais la solution, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons faire monter notre armée en puissance. Mais il y a aussi cette question des effectifs de l'armée. D'ailleurs, aujourd'hui, personne ne sait combien nous avons comme militaires. Il faut augmenter l'effectif. On a commencé les recrutements, ça doit se poursuivre. On n'a plus ce qu'on appelait avant l'embargo. Ça a été déjà levé. D'ailleurs, l'ONU vient de nous autoriser à prendre toute initiative pour sauvegarder notre intégrité territoriale. Donc ce sont là utiliser toutes les armes dissuasives, toutes les possibilités maintenant est à notre portée pour pouvoir défendre notre pays, pour pouvoir défendre nos terres, parce que nous allons vers, si pas la disparition,
nous allons vers une balkanisation qui ne dit pas son nom, parce qu'à n'avoir pas les contrôles d'un espace, pendant plus d'une année, nous allons vers la deuxième année, c'est très dangereux pour notre pays. Donc nous devons travailler sur ça, mais aussi, il ne faut pas oublier, moi j'ai encore salué cet élan où le chef de l'État, mais aussi son administration, a poussé sur le plan international, au point où on a vu même les États-Unis suspendre ou sanctionner le Rwanda pour son implication à l'est du pays. Il faut que le chef de l'État, mais aussi sa prochaine équipe, continue dans cette lancée-là, de faire entendre notre voix au niveau international. Voilà, Dieudonné Bonali, c'est vous qui allez boucler l'émission. Vous avez peut-être une minute. Boucle déjà. On boucle déjà. Oui, ça va très très vite, malheureusement. Ça va très très vite. Et vous allez boucler l'émission. Vous avez 1 minute 30 pour proposer votre, on va dire, la meilleure approche que devrait utiliser le président de la République en termes pour maîtriser la sécurité et la question régionale pour réussir son deuxième mandat. Bon, je veux d'abord dire que le président de la République, Félix Tshisekedi, a une dette morale envers la nation. Vous vous souviendrez avec moi qu'à son accession à la magistrature suprême et lors de la remise et reprise, il y a eu des signatures des documents, des remises et reprises. Son prédécesseur, Joseph Kabila, lui avait légué les 5 pays unifiés et pacifiés. Aucun centimètre du territoire national était occupé par une force étrangère via des groupes. Pacifié, ça pose question. C'était unifié, mais bon, pacifié, c'était un peu compliqué. Partout, il y a toujours des zones d'insécurité. Même aux États-Unis, même en Afrique du Sud, on va vous dire qu'à Johannesburg, il y a l'insécurité. Je voulais dire, le président de la République a une dette morale, sécuritaire pour la nation. Je m'explique. Quand il a hérité du Congo, de son prédécesseur Joseph Kabila, aucun centimètre du territoire national n'était occupé par une force étrangère. Nous aimerions qu'à son départ, lorsqu'il va terminer son deuxième mandat, qu'il puisse aussi léguer à son prédécesseur un pays à défaut, à son successeur, un pays à défaut, pacifié totalement, mais un pays qui a toute l'intégrité de son territoire national en main. Par là, j'aimerais lui conseiller, si j'étais parmi ses conseillers, moi je ne trouve pas la raison de la présence continuelle jusqu'aujourd'hui de la RDC, de son appartenance à l'EAC. Moi, si j'étais le président de Tshisekedi, j'allais retirer la RDC de l'Est African Community et de la CPGL pour me faire monter la pression à ses homologues de la région orientale, pour les pousser à mettre aussi de la pression sur Kigali, pour demander à ces pays de cesser à soutenir les forces négatives qui endeuillent, causent mort et désolation et surtout détruisent notre tissu économique, la faune, la flore dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Sur le plan économique et financier, ça va nous éviter aussi l'éparpillement des moyens. Déjà, nous avons des ambassades et des chancelleries qu'on ne parvient même pas à prendre en charge. Non, il y a des diplomates qui ne sont pas payés. Mais pourquoi on doit payer les diplomates de ces régions-là qui ne nous apportent que l'insécurité, la déstabilisation et demain peut-être la balkanisation de la RDC? Je pense qu'il faut fermer toutes ces chancelleries et rester à coopérer sur le plan bilatéral. Deuxièmement, je pense qu'il faut continuer à augmenter chaque année les budgets alloués à l'armée, à la police et aux autres forces de sécurité pour la montée continue en puissance de notre armée. Il faut aussi rajeunir les effectifs de l'armée et de la police. Vous-même, vous observez quand vous circulez dans les grandes villes du pays. C'est rare et difficile de trouver des jeunes policiers aguerris qui peuvent courir, poursuivre un bandit de grand chemin avec armes à la main, avec tous les moyens de dissuasion. C'est soit... monsieur, arrêtez-vous là. Les jeunes vieux papas là, ils ne parviennent pas à poursuivre les jeunes Koulouna. Je pense que ces vieux papas là,
ils n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite. Certains peuvent être réaffectés ailleurs, travailler par exemple dans l'administration, mais pas être quand même commis au niveau de nos commissariats, parce que nous avons des bandits, des grands chemins, des koulouna, qu'au jour d'aujourd'hui, même si vous donnez à ces vieux papas-là un outil performant, même des pick-up 4x4, s'ils n'ont plus de force physique, moi je ne vois pas ces papas-là poursuivre un koulouna et lui mettre des menottes. Merci. Je termine par demander, il faut aussi conclure des alliances stratégiques. Oui. L'Israël en a. On m'attaque, vous venez me soutenir. Les puissances alliées. On vous attaque, la RDC aussi vient vous soutenir. Il y a des pays de la région qui ont ces alliances-là stratégiques. Pourquoi nous devons nous battre seuls? Et pourtant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, la RDC, l'ex-Zaïre, avait conclu des alliances stratégiques avec d'autres pays. Quand la Libye avait attaqué les Tchad, est-ce que la RDC, à l'époque Zaïre, n'est pas allée à la rescousse du Tchad, du Sénabré? Les exemples sont légion. Moi, je pense qu'il faut réactiver ces alliances-là, conclure des alliances stratégiques. Ça va nous permettre de dissuader certains voisins belliqueux qui ont des ambitions d'étendre leurs frontières à l'intérieur de la RDC. Voilà, il faut conclure les alliances stratégiques. Je vois que ça trépigne autour de cette table, mais on doit arrêter. En tout cas, ça a été le mot de la... Mais on n'a pas parlé du social, hein. Oui, même de la stabilisation des femmes congolais, protection de du panier de la réserve chez Sivier. Mais c'est dit donné a été très obèse dans la prise. Ce sera pour la prochaine fois. Vous m'avez laissé des opportunités de marquer le but. Ce sera pour la prochaine fois. C'est vous qui avez conclu cette émission. Merci Dieudonné Boinali pour vos analyses toujours pertinentes. Merci aussi à Jordan Mainikini pour ses analyses toujours profondes. On va remercier aussi Fiston Oleko pour ses analyses toujours pertinentes. Moi j'aimerais d'ailleurs qu'on revienne prochainement sur les discours que le chef de l'État a lu lors des prestations de serment. La prestation de serment, oui, on va revenir en tout cas. Géopresse, le rendez-vous est pris. Le samedi prochain, nous reviendrons avec une analyse plus profonde sur le discours du président de la République lors de sa prestation de serment. On va se quitter avec plaisir. On va se retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même bonheur. À la semaine prochaine.